Michel Bedbédé-Matibé vous raconte l'histoire de ces hommes, de ces femmes, découvreurs, inventeurs, innovateurs, capitaines d'industrie qui, au cours des siècles, ont éclairé les chemins de l'humanité. Benjamin Franklin, physicien, diplomate, écrivain, fondateur des États-Unis. Le 15 juin 1752, la nuit vient de tomber et l'orage menace sur la ville de Philadelphie en Pennsylvanie. Curieusement, un homme semble avoir attendu ce moment où les éclairs se succèdent pour lancer un cerf-volant constitué de 2 branches de cèdre entrecroisées et comportant une tige de fer dirigée vers le haut. Il est relié au cerf-volant par une corde de chanvre préalablement mouillée sur laquelle une clé métallique a été attachée. Quand le cœur de l'orage passe à la verticale, l'expérimentateur peut constater, en touchant la clé, qu'il reçoit des décharges électriques. Inconscient du danger qu'il a couru, Benjamin Franklin vient ainsi d'avoir la confirmation de ce qu'il affirme depuis plusieurs années, à savoir que le phénomène des orages est de nature électrique. La pointe métallique du cerf-volant a déchargé les nuages orageux et a prouvé la nature électrique des éclairs. L'analyse du phénomène est le constat que la foudre frappe les objets élevés et mauvais conducteurs, amène l'intrépide physicien à conclure qu'il faut équiper les sites élevés des clochers et des immeubles par une tige de fer reliée au sol. Ainsi, la foudre épargnera ces lieux. C'est l'invention du paratonnerre qui va bientôt se généraliser sur tous les continents. Benjamin Franklin est né le 6 janvier 1706 à Boston, alors situé dans la Nouvelle-Angleterre. C'est la ville principale de l'Empire britannique d'Amérique où s'est installée une colonie de puritains anglais 80 ans auparavant. Josiah Franklin, père de Benjamin, s'y est établi en 1683 après avoir quitté le comté d'Oxford en Angleterre et franchi l'océan. De 2 mariages, Josiah a eu 17 enfants, dont les aînés sont nés avant le départ d'Angleterre. Benjamin, le dernier fils du 2e lit, vient au monde dans la maison familiale et est baptisé le même jour. Son enfance est contrariée. Intelligent, curieux de tout, aimant la lecture, il est contraint de travailler dès l'âge de 10 ans dans l'atelier paternel où sont fabriquées des chandelles et du savon. En fait, ses parents avaient souhaité qu'il devienne pasteur, mais ceci ne le tente guère, d'autant que le nombre de ces religieux mène une vie misérable. L'enfant est épris d'aventures qu'il partage avec de jeunes compagnons, courses dans les marais, nage et canoë sur la rivière, construction de points d'observation, confection de cerfs-volants. Son père, comprenant son peu d'intérêt pour la fabrication des cierges, l'envoie chez son fils aîné James, imprimeur de profession, installé à Boston. À 12 ans, Benjamin commence son apprentissage et devient rapidement un ouvrier compétent dans l'impression des journaux. Bientôt, son frère James décide la création et l'impression d'un nouveau journal, le New England Courant, l'occasion pour Benjamin, âgé de 15 ans, d'entrer en contact avec des personnalités locales et de se plonger dans la littérature, car, outre les nouvelles locales, le journal publie des extraits d'ouvrages parus en Angleterre. Il y a également des critiques du gouvernement et des controverses qui agitent leurs concitoyens. Mais c'est aussi pour cet adolescent à l'esprit vif et délié l'opportunité d'effectuer ses premières armes dans l'écriture sous le pseudonyme de Doug Wood. C'est ainsi qu'il publie des lettres humoristiques prenant chacune pour cible un sujet différent. La même année, son frère James est arrêté et emprisonné 1 mois à la suite d'un article critiquant les autorités pour la lenteur mise à combattre la piraterie. De fait, pendant son absence, Benjamin doit assurer la parution du journal. Au retour de son frère, au demeurant interdit de publication, la décision est prise d'officialiser la direction du journal au nom de Benjamin. Mais les relations entre les 2 frères se tendent. Après les discussions viennent les insultes puis les coups,
et ceci conduit Benjamin à quitter l'entreprise. Rancunier, son frère dissuade les confrères de Boston d'embaucher Benjamin et celui-ci, après avoir vendu ses livres pour se procurer quelque argent, embarque pour New York le 1er octobre 1723. Il a 17 ans. Ses efforts pour trouver du travail chez un imprimeur restent vains car le métier est encore peu répandu dans cette ville, alors moins active que Boston. Un imprimeur lui conseille de se rendre à Philadelphie où il aura davantage de chances d'être embauché. Après un voyage épique et épuisant, il parvient dans cette cité de Pennsylvanie où il réussit à se faire embaucher chez un imprimeur qui vient de s'établir et qui, novice dans le métier, est ravi de la compétence de son nouvel employé. Ainsi, alors qu'il n'a que 17 ans, Benjamin Franklin, qui n'a reçu aucune instruction formelle, mais qui a acquis une solide expérience et une forte culture par sa passion de la lecture et sa curiosité, va pouvoir donner toute sa mesure et laisser libre cours à son tempérament après avoir quitté sans regret l'atmosphère étouffante de la Nouvelle-Angleterre, à peine émergée des procès de sorcellerie. Dès son arrivée dans cette ville de 30 000 habitants, qui en comptera près de 500 000 lors de son décès en 1790, il est embauché chez un imprimeur. Doté de naturel empathique, il se lie avec d'autres jeunes gens dont il partage promenades et lectures. Lors d'une visite du gouverneur de Pennsylvanie dans l'imprimerie, il retient son attention et se voit offrir un voyage à Londres pour acheter le matériel nécessaire à l'impression d'un journal pour le compte du gouverneur. De fait, celui-ci ne tient pas ses promesses relatives aux lettres de crédit nécessaires et Franklin, qui a embarqué en espérant trouver les documents promis à son arrivée, se retrouve seul et sans relation dans la capitale anglaise. Il va y demeurer 1 année et demie. Il est toutefois embauché immédiatement, toujours comme imprimeur, dans un atelier qui jouxte une librairie possédant une vaste collection de livres d'occasion. De quoi satisfaire sa passion pour la lecture. Économisant sur les dépenses de nourriture, il court d'un théâtre à l'autre et recherche les occasions de spectacle et de distraction dans la capitale de l'Empire. C'est une bouffée d'air frais pour celui qui a été sevré d'études et qui s'imprègne ainsi de culture britannique dont l'empreinte sera décisive au long de son parcours. En juillet 1726, il regagne la Pennsylvanie avec un compagnon de voyage qui lui a proposé de tenir une boutique dans l'artère commerçante de Philadelphie. Mais le décès de cet homme, grâce auquel il espérait quitter le métier d'imprimeur, le contraint à revenir dans l'entreprise de ses débuts. Sa mésentente avec le patron l'amène à monter sa propre imprimerie avec des fonds prêtés par des amis et en 1730, Benjamin Franklin atteint son objectif en tant que chef d'entreprise. Il a 24 ans. La disparition d'une des 3 imprimeries de la ville lui assure le développement de la sienne et il devient l'imprimeur officiel de la Pennsylvanie tout en travaillant également pour l'État voisin du Delaware. Sa position sociale étant ainsi consolidée, il songe à se marier. Il épouse, en septembre 1730, une jeune femme qu'il avait connue lors de son arrivée à Philadelphie en étant logé dans sa famille. De fait, cette Déborah s'était ensuite mariée, mais s'était rapidement séparée de son mari et, celui-ci ayant disparu, elle était considérée comme veuve. Elle accepte de prendre au foyer un petit garçon William que Benjamin a reconnu comme son fils préalablement à son mariage, sans que l'on connaisse l'identité de la mère et qui deviendra gouverneur du New Jersey. Un fils, Francis, mort de la petite vérole à 4 ans, et une fille, Sally, née 10 ans plus tard, compléteront la famille. Parallèlement à son métier d'imprimeur, Benjamin Franklin se lance dans des activités sociales et culturelles. Sans doute influencé par les clubs anglais côtoyés pendant le séjour londonien, il crée le club des tabliers de cuir, composé de 12 membres,
se réunissant le vendredi pour des discussions sur des sujets divers tels la morale, la philosophie, la politique ou encore les sciences. Belle occasion de compenser l'absence d'instruction de son enfance. Le journal qu'il édite publie ses propres articles et traduit son goût pour l'écriture déjà manifesté à Londres. L'augmentation du tirage lui permet de se faire connaître et apprécier de ses concitoyens. Il est alors admis dans la franc-maçonnerie, dont il devient rapidement un membre influent en tant que secrétaire de la loge de la province pennsylvanienne. Ceci couronne l'ascension sociale de l'homme issu d'un milieu modeste, marqué par le puritanisme, désireux de vivre selon 4 principes: la frugalité, la vérité, l'application au travail et la franchise, comme de respecter les 13 vertus indispensables à une bonne conduite. Ainsi veut-il atteindre l'idéal de fraternité auquel il aspire. L'imprimeur, le chroniqueur dont la prose mobilise et influence ses lecteurs, s'est mué en grand communicateur et s'est naturellement frayé un chemin vers la politique en se faisant apprécier au-delà de Philadelphie et de la Pennsylvanie. Sa réussite professionnelle, source de prospérité, favorise son dessein de développer des activités civiques. Création d'une bibliothèque publique, de la première compagnie de sapeurs-pompiers, d'un hôpital destiné aux malades pauvres, mise au point d'une nouvelle forme d'éclairage des rues à partir de lanternes conçues pour briller jusqu'au matin sans être obscurcies par la fumée. Le béotien sans formation scolaire ou universitaire, à l'intelligence pratique, à l'esprit en alerte, à la curiosité en éveil, prendra place parmi les scientifiques et les inventeurs qui ont marqué son siècle. Toutes ces initiatives contribuent à sa notoriété et le font rejoindre naturellement les sphères politiques. La première étape est sa nomination en 1736 comme secrétaire de l'Assemblée générale de la ville. L'intérêt est double puisque cette fonction rémunérée lui permet en outre de devenir l'imprimeur des publications officielles de cet organisme. En 1752, il est élu député de l'Assemblée de Pennsylvanie. Il est réélu chaque année jusqu'en 1764. En conséquence de ses fonctions dans cette colonie de la couronne britannique, au même titre que les provinces voisines du Massachusetts, du Delaware, de la Virginie ou du New Jersey, il vend son imprimerie et peut se consacrer aux missions qui lui sont confiées ainsi qu'à ses activités scientifiques. Dans un premier temps, respectueux de l'ordre établi, il soutient les forces britanniques qui combattent la coalition des Amérindiens et des Français. Il va même combattre à la tête d'un régiment. En février 1757, il est envoyé à Londres pour défendre les intérêts de la Pennsylvanie dans le conflit opposant la colonie à la métropole. Il demeure 5 ans dans la capitale anglaise et doit déployer ses talents de diplomate pour parvenir au compromis nécessaire. La situation est originale. La couronne a attribué à une famille, les Penn, la propriété des terres conquises en Amérique et il s'agit alors de clarifier la situation, notamment financière, entre la colonie et les propriétaires, dans l'intérêt également de la métropole. Benjamin Franklin, qui a emmené avec lui son fils William, va consacrer une partie de son temps à des escapades sur le continent pour développer ses relations avec les scientifiques des pays européens. Quand il est à Londres, il institue un agenda pour des rencontres régulières avec des personnalités de différents horizons professionnels et intellectuels. Il profite également de la liberté de la presse pour s'exprimer dans de nombreux journaux et magazines. Sa mission le conduit à négocier avec Thomas Penn en charge des intérêts du propriétaire. Les difficiles rapports entre les deux hommes, leur antipathie réciproque, vont compliquer les discussions. Franklin n'obtiendra pas ce qu'il espérait,
mais durant le séjour, ses conditions de vie, ses rencontres et les travaux scientifiques qu'il aura poursuivis lui auront donné de grandes satisfactions. À son retour à Philadelphie, il est heureux de retrouver les siens car son épouse n'a pas voulu l'accompagner en Angleterre. Il reprend sa fonction de député alors que la province est sujette à des troubles et à des désordres liés aux relations conflictuelles avec les représentants du pouvoir anglais, aux aspirations à l'indépendance ou encore au désir de reconnaissance et d'intégration des tribus indiennes. Ses interventions et ses positions sont contestées et 2 ans après son retour, il n'est pas réélu. Compte tenu de son expérience anglaise, il est renvoyé à Londres pour dénouer le conflit avec la famille Penn et les représentants de la puissance coloniale. C'est un nouveau séjour londonien de 10 ans jusqu'en 1775. L'Angleterre est devenue la puissance mondiale dominante après sa victoire sur la France, sa mainmise sur le Canada et sur l'Inde, comme sa maîtrise sur les mers. Mais son mandat relatif aux provinces américaines est remis en cause car on le sait partisan du statu quo vis-à-vis de l'Angleterre. Des événements vont intervenir qui vont aboutir à une action en justice pour avoir ourdi un complot ainsi qu'à une accusation de double jeu de la part des autorités anglaises. L'humiliation du sévère réquisitoire public marque l'échec de sa mission et provoque son départ d'Angleterre, d'autant qu'il apprend le décès de son épouse restée à Philadelphie. La conséquence est que le fidèle allié du royaume à son arrivée repart convaincu de l'indépendance américaine. L'homme de 69 ans a pris conscience que le gouvernement anglais illustre les dérives d'une société stratifiée et figée dont le comportement et les décisions vis-à-vis de la colonie américaine sont contraires aux promesses. Ce déchirement va l'entraîner dans une nouvelle étape de sa vie politique. Le lendemain de son retour, Benjamin Franklin est nommé délégué de la Pennsylvanie au Congrès, chargé de préparer l'indépendance pour les provinces sous tutelle britannique. Il est membre de plusieurs comités créés pour l'étude de sujets concrets, établissement d'un service postal, émission de papier-monnaie, relations avec les Indiens, importation d'armes et de munitions. C'est une lourde charge de travail. En mars 1776, il est envoyé au Canada pour tenter de convaincre les Canadiens de se joindre à la cause américaine. C'est un échec. Il revient 3 mois plus tard, le moral en berne, et très affaibli par des attaques de goutte. Après quelques semaines de repos, il contribue à la déclaration d'indépendance et représente la Pennsylvanie pour la rédaction d'une constitution qui, quelques mois plus tard, inspirera les constituants français. Il participe aux discussions destinées à redéfinir les relations entre Londres et les provinces américaines, mais la conclusion est l'inévitable rupture avec la Grande-Bretagne. En septembre 1776, le Congrès approuve son plan de traité avec la France et le mois suivant, il gagne Paris. Celui qui avait rêvé d'un lien privilégié avec l'Empire britannique avant de devenir un farouche partisan de l'indépendance américaine est en quête d'une alliance avec une monarchie absolue. Riche séjour de près de 9 années pour celui qui arrive précédé de la réputation d'un grand savant qui a domestiqué la foudre et inventé le paratonnerre, qui a, selon le mot de Turgot, arraché la foudre au ciel et le sceptre au tyran. Le républicain rejoint les monarchistes dans l'anglophobie inhérente à la tradition française. Il incarne la liberté, quintessence de l'esprit philosophique au pays de Montesquieu, Voltaire, Rousseau ou Diderot. Il est fêté par la bonne société, malgré qu'il se présente sans perruque ni dentelle, dans un costume de velours usé et râpé. Il lui faudra cependant patienter 1 année avant d'être reçu par Louis XVI, car il fait figure d'aventurier et de parvenu. Cette rencontre manifeste toutefois sa reconnaissance
en tant qu'ambassadeur accrédité et donc l'engagement de la France aux côtés des États-Unis. Il multiplie les contacts pour obtenir une aide financière et des munitions. C'est ainsi qu'il joint Lafayette, qui s'est illustré sur les champs de bataille américains. La défaite de l'armée britannique à Yorktown en Virginie en octobre 1781 va marquer la fin des opérations militaires et le 3 septembre 1783, Benjamin Franklin et le représentant de l'Angleterre signent à Paris le traité de paix, reconnaissant l'indépendance des États-Unis, ce qui lui vaudra le titre de père fondateur des États-Unis. Il quitte la France en mai 1785. Il est accueilli en héros à Philadelphie. Une foule immense lui réserve un accueil triomphal et il est nommé gouverneur de l'État de Pennsylvanie pour une durée de 3 ans. C'est maintenant un vieillard à la santé fragile dont l'activité est réduite. Il rédige une autobiographie qui paraîtra sous le titre de « Moi, Benjamin Franklin, citoyen du monde, homme des Lumières ». Il intervient dans le débat sur l'esclavage alors qu'il a lui-même possédé des esclaves, ce qui ne lui posait pas de problème de conscience. Il a évolué sur la question lors de son séjour en France, sans doute influencé par l'édit royal de 1779 interdisant la possession d'esclaves sur le territoire français. Il devient abolitionniste tout en admettant que l'extinction de l'esclavage est encore irréalisable. Après 1787, il est cloué au lit par des accès de goutte. Sa fille Sally la rejoint dans sa maison et veille sur lui. Il décède le 17 avril 1790 à l'âge de 84 ans et une foule de plusieurs milliers de personnes l'accompagnent au cimetière. Son nom et celui de sa femme sont seulement gravés sur sa tombe et remplacent l'épitaphe humoristique qu'il avait rédigée 60 ans auparavant. En France, la nouvelle de sa mort donne lieu à des cérémonies d'hommage. À l'initiative de Lafayette, l'Assemblée nationale décrète un deuil de 3 jours. Outre son rôle dans la naissance de la nation américaine, Benjamin Franklin a marqué son temps par ses multiples contributions à l'amélioration de la condition de ses contemporains. En n'ayant passé que quelques mois sur les bancs de l'école, il devient un scientifique et un expérimentateur reconnu, comme en témoigne sa compréhension de la nature de l'électricité qui aboutit à l'invention du paratonnerre. Les lunettes à double foyer, le poêle à combustion interne sans déperdition de chaleur pour le chauffage des maisons, l'harmonica de verre ou piano à clochette que Mozart intégra dans certaines de ses œuvres, la carte du Gulf Stream obtenue à partir de relevés de température de l'eau lors des traversées de l'Atlantique, illustre les talents de l'esprit en éveil comme du bricoleur de génie. Le philosophe réfléchit à la démographie et établit des prévisions par comparaison entre pays anciens et nouvelles colonies. L'humaniste crée des bibliothèques publiques et veut favoriser l'enseignement pour les plus jeunes. Le lecteur avide et passionné entretient une volumineuse correspondance et manifeste humour et autodérision, comme l'indique son biographe. C'est à Benjamin Franklin que nous devons la première grande contribution originale venue du Nouveau Monde. Un bel esprit, soucieux d'universalité et doté de talents multiples, caractérise ce représentant emblématique du siècle des Lumières. Radio CHU, c'est ta radio.